J'ai vendu ta maison de plage pourrie pour 210 000 $, tu avais visiblement besoin d'aide, m'a envoyé ma sœur par message. Maman l'a soutenue, honnêtement, cette bicoque était une horreur. J'ai simplement répondu, cool. Puis, mon gestionnaire immobilier m'a appelé en panique concernant la vente non autorisée de ma propriété en bord de mer de 5,5 millions de $. Je m'appelle Sutton Val. J'ai 36 ans et, jusqu'à ce mardi matin de mars 2025, je pensais savoir exactement de quel genre de famille je venais. Je me trompais sur beaucoup de choses, mais cette erreur particulière a été celle qui a fini par me briser. J'ai posé mon café lentement, de la même manière qu'on pose un verre quand on se rend compte que sa main tremble. Dehors, par la fenêtre de ma maison à Newport Beach, le Pacifique offrait ce spectacle grisâtre du matin qu'il donne avant que le soleil ne se décide à briller. Et je me souviens avoir pensé que l'océan semblait retenir son souffle, tout comme moi. Avant que je ne puisse répondre, une autre notification a éclairé mon téléphone. Ma mère, Delphine, fidèle à elle-même, entrait en scène. Honnêtement, Sutton, cette bicoque était une horreur visuelle. Marlo t'a rendu service. Tu devrais la remercier. J'ai ri tout haut dans ma cuisine vide. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que lorsqu'une chose est aussi absurde, aussi stupéfiante d'audace, le rire est le seul son que votre corps sait émettre. Une bicoque, une horreur. J'ai fixé ces mots et j'ai imaginé la maison qu'elle décrivait. Laissez-moi vous parler de cette maison car, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce que ma mère et ma sœur pensaient vendre. En 2011, alors que j'avais 22 ans et que je terminais mes études à l'Université de Californie à Irvine, ma grand-mère, Iris, est décédée. Elle était la seule personne de ma famille qui m'ait jamais regardé comme un être humain à part entière, plutôt que comme un personnage secondaire dans la biographie de Marlo. Iris m'a laissé une maison, un petit chalet de 2 chambres, usé par le temps, situé sur une bande de sable à Malibu et qui lui appartenait depuis 1968. Mon grand-père l'avait acheté à l'époque où Malibu n'était encore que surfeur et sel marin, bien avant les célébrités et les villas en béton. La peinture s'écaillait, le porche s'affaissait d'un côté, la cuisine avait du linoléum des années 70, et elle se trouvait sur un terrain de près d'1 acre en bord de mer. Ma mère a piqué une crise lors de la lecture du testament. Je me souviens encore de sa voix au perché et chevrotante, insistant sur le fait qu'il devait y avoir une erreur, qu'Iris avait promis que la propriété serait partagée, que Marlo méritait quelque chose elle aussi, puisque c'était elle qui lui rendait visite. Marlo avait rendu visite à Iris exactement 2 fois au cours de toute sa vie d'adulte, à chaque fois pour lui demander de l'argent. Mais ma mère réécrivait l'histoire comme elle réécrivait les listes de courses, avec désinvolture et sans s'excuser. L'avocat, un homme patient nommé Monsieur Albrook, a simplement pointé le document du doigt et a dit que les termes étaient clairs, la maison et le terrain sur lequel elle se trouvait m'appartenaient. Je ne l'ai pas vendue. J'aurais pu. Même en 2011, les promoteurs rôdaient autour de cette partie de la côte comme des requins ayant goûté au sang. J'ai reçu des offres, dont certaines étaient colossales. Ma mère m'appelait toutes les semaines pendant 6 mois pour essayer de me convaincre d'en accepter une et de partager les gains avec Marlo parce que, ce serait juste, parce que, Marlo attendait un bébé, parce que, le petit ami de Marlo avait perdu son travail, parce que... J'ai dit non à chaque fois. Non pas par cupidité, mais parce qu'Iris m'avait chuchoté quelque chose 3 jours avant de mourir, alors que j'étais assise à côté de son lit d'hôpital, tenant sa main fine comme du papier de soie, « Cette maison te sauvera la vie un jour, mon enfant. Ne les laisse pas te la prendre. Promets-le-moi. » Je le lui ai promis et j'ai tenu cette promesse pendant 14 ans. Je n'habitais pas dans le chalet. Je n'avais pas les moyens d'entretenir une propriété en bord de mer à Malibu avec mon salaire de graphiste, ce que j'étais en 2011. J'ai donc commencé par la louer à long terme. Ensuite, lorsque le marché a évolué, j'ai engagé une société de gestion immobilière et je l'ai transformée en location de vacances haut de gamme. La maison elle-même est restée petite et modeste, mais j'y ai réinvesti lentement chaque dollar provenant des revenus locatifs. De nouvelles fondations en 2014. Un nouveau toit en 2016. Une rénovation complète de l'intérieur en 2019, même si j'ai gardé l'extérieur rustique et habité car j'aimais son allure depuis la plage, semblable à quelque chose qui aurait poussé dans le sable. En 2023, la propriété générait environ 340 000 $ par an de revenus locatifs. Plus important encore, la valeur du terrain sur lequel elle se trouvait avait explosé. Fin 2024, je l'ai fait évaluer pour les assurances, et le chiffre est tombé, 5,5 millions de $. Or,
ma mère et ma sœur n'en savaient rien. Ni pour l'évaluation, ni pour les revenus locatifs, ni pour les rénovations, car j'avais cessé de leur raconter quoi que ce soit sur ma vie vers 2016, après que Marlowe m'avait emprunté $8000 pour une urgence dentaire pour ensuite publier, 3 semaines plus tard, des photos d'elle dans un complexe hôtelier à Tulum. J'aime ma famille de cette façon abstraite dont on aime une cicatrice. On reconnaît son existence, mais on ne la titille pas. Donc, au fil des ans, lorsqu'elle me posait des questions sur le chalet, si tant est qu'elle le fasse, je répondais que tout allait bien et que je cherchais encore quoi en faire. Je les ai laissés croire qu'il s'agissait toujours de la bicoque à la peinture écaillée, au porche affaissé et au linoléum des années 70 de l'époque d'Iris. C'était mon erreur. Je le vois bien aujourd'hui. Je les ai laissés croire à une version de ma vie qui les faisait se sentir supérieurs parce que c'était plus facile que de se battre. Et ce qu'elles ne voient pas, elles l'inventent, puis elles le mettent à exécution. J'ai repris mon téléphone et j'ai tapé un seul mot en réponse, cool. Juste cela. 4 lettres, sans autre ponctuation que le point que mon pouce a ajouté automatiquement. J'ai cliqué sur envoyer, j'ai posé le téléphone face contre table sur le comptoir, j'ai repris mon café et j'ai pris une très longue gorgée. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce « cool », ce n'était pas de la résignation, ce n'était pas de la défaite, ce n'était pas moi qui acceptais sagement leurs absurdités. C'était le son qu'une femme aimait lorsque, après 36 ans, elle n'a plus la moindre envie de se justifier. C'était une porte qui se fermait doucement de l'intérieur. Parce que, voyez-vous, je savais déjà quelque chose que ma sœur et ma mère ignoraient, et cela allait rendre les prochaines semaines de leur vie extrêmement intéressantes. Le téléphone a de nouveau vibré, face cachée, de manière étouffée et instigatrice. Je l'ai laissé vibrer. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé un pélican raser le sommet d'une vague, si près que le bout de son aile laissait un sillage dans l'eau. Ma grand-mère Iris disait souvent que les pélicans étaient ses oiseaux préférés parce qu'ils avaient l'air ridicules mais volaient comme s'ils connaissaient un secret. J'ai pensé à elle à ce moment précis, à sa main dans la mienne et à ma promesse. Le téléphone continuait de vibrer. J'ai fini par le retourner, 6 appels manqués, tous provenant d'un numéro enregistré sous le nom de Renick Property Management. Renick était l'entreprise que j'avais engagée en 2020 pour gérer la location de Malibu. Le propriétaire, un homme nommé Bo Renick, était l'un des êtres humains les plus imperturbables que j'ai jamais rencontrés. Il avait un jour géré une rupture de canalisation à 3 heures du matin pendant une location de Noël sans même hausser le ton. Bo n'appelait pas 6 fois en 15 minutes sans raison, d'ordinaire, j'envoyais calmement un SMS et attendais une réponse. 6 appels signifiaient que quelque chose de très grave s'était produit. Je l'ai rappelé, et il a décroché avant la première sonnerie. « Sutton », a-t-il commencé, d'une voix crispée et presque essoufflée que je ne lui connaissais pas. « Sutton, j'ai besoin que tu me dises tout de suite, as-tu autorisé la vente de la propriété de Malibu ?» J'ai contemplé ma propre vue sur un autre océan, situé à 80 km au sud de celui au bord duquel il se trouvait. « Non, Bo », ai-je répondu, et je pouvais entendre ma propre voix, d'un calme qui me surprenait. « Je n'ai rien autorisé, mais ma sœur vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle l'avait vendu pour $210 000. » Il y a eu un long silence pesant à l'autre bout du fil. Puis Bo a expiré lentement, comme on le fait pour ne pas dire la première chose qui nous traverse l'esprit. « Sutton », a-t-il finalement repris d'un ton plus dur, professionnel et tranchant. « Je suis devant chez toi en ce moment même. Il y a un camion de déménagement dans l'allée, des inconnus qui transportent des cartons dans ta cuisine, et une femme avec des papiers qui affirme avoir acheté cette propriété légalement et en bonne et due forme il y a 3 jours. » J'ai fermé les yeux. Bo, ne les laisse toucher à rien d'autre. Je monte dans ma voiture tout de suite. Le trajet de Newport Beach à Malibu prend 1h40 dans un bon jour. Et ce mardi matin n'était pas un bon jour. L'autoroute 405 ressemblait à un parking géant, et je me tenais sur la voie de gauche, les 2 mains sur le volant, tandis qu'un calme étrange se posait sur mes épaules comme une couverture. Mon téléphone était installé sur son support, et j'avais déjà passé 3 appels avant d'atteindre la sortie de Wilshire. Le premier appel était pour mon avocate, Priya Ashford, avec qui je travaillais depuis 2018, année où j'avais créé une LLC pour détenir la propriété de Malibu. Priya était le genre d'avocate qui facturait $650 de leur équivalent chaque centime, car elle ne paniquait jamais et ne perdait jamais. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, a écouté sans m'interrompre pendant que je lui expliquais la situation, puis elle m'a posé exactement 2 questions, est-ce que j'avais signé quoi que ce soit,
et avais-je donné une procuration à quelqu'un? Lorsque j'ai répondu non aux deux, elle a émis un petit bruit qui ressemblait à un rire jaune et m'a dit, « Sutton, quiconque pense avoir acheté ta maison s'apprête à passer un très mauvais mois, et quiconque la lui a vendue s'apprête à en passer un bien pire encore. » Le deuxième appel était pour mon comptable, Marcus, qui gérait les comptes de la LLC. Je lui ai demandé de rassembler tous les documents qu'il possédait sur la propriété, chaque acte, chaque document d'assurance, chaque déclaration de revenus depuis 2011. Il m'a demandé pourquoi, et quand je le lui ai dit, il est resté silencieux un instant avant de déclarer, « Sutton, ta sœur ne pouvait pas vendre cette maison. Elle ne figure sur aucun document officiel. Quiconque a notarié ce transfert a commis un crime. » Le troisième appel, je ne voulais pas le passer, mais je l'ai fait quand même pour l'entendre de sa propre bouche. Ma sœur a répondu à la quatrième sonnerie, l'air joyeuse et essoufflé, comme si elle venait de courir, ce qui était un mensonge puisque Marlo n'avait pas fait de sport volontairement depuis les cours d'éducation physique obligatoires au lycée. « Sutton, salut. Tu m'appelles enfin pour me remercier. » J'ai serré le volant un peu plus fort et j'ai gardé une voix stable, « Marlo, je veux que tu m'expliques exactement ce que tu as fait, lentement, parce que je veux m'assurer d'avoir bien compris. » Elle a ri, d'un rire moqueur, comme si j'étais ridicule. « Oh mon Dieu, tu fais sérieusement des histoires pour ça? Bon. Maman et moi en parlions le mois dernier et nous étions d'accord pour dire que c'était insensé de laisser la maison de grand-mère pourrir sur place, alors que tu n'en faisais visiblement rien et qu'elle devenait un vrai danger. Maman est passée devant en janvier et a dit que le porche tombait en ruine et qu'il y avait probablement des sans-abri qui squattaient. Alors, nous avons décidé de t'aider. J'ai trouvé un acheteur par l'intermédiaire d'un ami de Danny, un investisseur vraiment sympa qui était prêt à te débarrasser de ça, même si c'était pratiquement une ruine. On en a tiré 210 000 $, ce qui est incroyable vu l'état. Et je t'ai déjà envoyé un chèque de 30 000 $ par la poste. Donc, de rien. Je l'ai laissé finir, mesurant la portée de chaque mot. Puis j'ai posé la seule question qui comptait, « Marlo, comment as-tu signé les papiers? Ce n'est pas ta maison. » Il y a eu une pause, un silence minuscule et presque imperceptible. « Eh bien, a-t-elle poursuivi d'une voix plus lente et prudente, maman avait l'acte de propriété dans les affaires de grand-mère. Et nous? Nous avons eu quelqu'un pour nous aider pour la signature, parce que tu ne répondais pas et que c'était une affaire urgente. Quelqu'un les avait aidés pour la signature. » J'ai senti quelque chose monter dans ma poitrine qui n'était pas tout à fait de la colère, c'était plus propre que cela. C'était l'impression qu'une pièce de puzzle s'emboîtait enfin, après 14 ans passés sans trouver sa place. Ma mère avait falsifié ma signature, ma sœur l'avait aidée, et toutes les deux avaient sincèrement cru, en cette année 2025, qu'elle pouvait faire cela et que je l'accepterais parce que j'avais toujours tout accepté. « Marlo, ai-je demandé calmement, qui est le notaire? » « Quoi? Le notaire sur les documents qui a authentifié ma signature. » Je ne me rappelle pas son nom. C'est une amie de maman à l'église. En quoi est-ce important? C'est très important, Marlo. Mais nous en reparlerons plus tard. Passe une bonne matinée. J'ai raccroché. Je n'ai pas jeté le téléphone, je n'ai pas hurlé. J'ai simplement appuyé sur le bouton rouge de mon tableau de bord et j'ai continué à rouler. La Pacific Coast Highway est ouverte devant moi vers 10h30 du matin. Il y a un tronçon spécifique de cette route, juste après le dernier virage des falaises de Malibu, où l'océan s'étend soudainement sur la gauche comme s'il vous attendait. D'ordinaire, j'adorais ce passage, mais ce matin-là, je l'ai à peine remarqué. J'ai tourné sur le petit chemin privé qui menait à ma propriété et j'ai vu le camion de déménagement avant même de voir la maison. C'était un grand camion blanc, garé en marche arrière à moitié dans mon allée, la rampe abaissée et l'arrière grand ouvert. Deux hommes en chemise grise transportaient un canapé en cuir vers la porte d'entrée. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant se tenait sur mon porche, le porche de ma grand-mère vêtue d'une combinaison en lin et tenant un porte-documents. Beau se tenait à 1 mètre d'elle, les bras croisés, et même depuis la route, je pouvais voir la tension dans ses épaules. Je me suis garé dans l'allée, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise le temps d'une grande inspiration avant de sortir de la voiture. La femme sur le porche m'a vu la première. Elle avait environ 45 ans, une coloration blonde très soignée, le genre de bronzage qui coûte cher et le genre de bijoux qui coûte encore plus cher. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé, avec une légère insistance sur le mot « aider »,
qui indiquait clairement comment elle pensait que les choses allaient se tourner. « Vous vous tenez sur mon porche ?» ai-je répondu. Son sourire a vacillé. Elle a regardé Beau, puis m'a fixé à nouveau. « Je suis désolé. Je pense qu'il y a une confusion. J'ai acheté cette propriété vendredi. J'ai tous les documents ici même. Si vous êtes une voisine, je serais ravi de me présenter convenablement une fois installé, mais comme vous pouvez le voir, nous sommes en plein déménagement. » Beau a fait un pas en avant. « Madame, voici Sutton Vale. C'est elle la véritable propriétaire de cette maison, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis 40 minutes. » Le sourire de la femme a totalement disparu. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, évaluant mon jean, ma chemise en lin, mon absence de maquillage, pour essayer de déterminer si j'étais une menace ou simplement un dérangement. « Mademoiselle Vale, c'est bien cela » a-t-elle commencé. « Je suis sûr que tout cela est très perturbant pour vous, mais j'ai un acte signé, un transfert notarié et une confirmation de virement bancaire. Cette propriété m'a été légalement vendue vendredi par le propriétaire enregistré. Si vous avez un litige, je vous conseille vivement de vous adresser à la personne qui vous l'a vendue à l'origine, car depuis vendredi à 15h47, cette maison nous appartient, à mon mari et à moi. » Je l'ai regardé, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir, une pointe de pitié. Car cette femme, qui qu'elle soit, s'apprêtait à perdre beaucoup d'argent, et à en juger par l'assurance dans sa voix, elle ne s'en rendait pas encore compte. « Puis-je voir les documents ?» ai-je demandé d'un ton calme. Elle a hésité, puis m'a tendu le porte-document. Beau s'est approché pour lire par-dessus mon épaule. L'acte de propriété se trouvait sur la première page. Mon nom était écrit en haut en tant que vendeur. Il y avait une signature en bas qui était censée être la mienne, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était même pas ressemblant. On aurait dit que quelqu'un avait essayé de copier ma signature à partir d'une vieille carte d'anniversaire, et cette personne avait l'écriture de quelqu'un qui n'avait jamais tenu un stylo avec assurance de sa vie. Ma mère. Ma mère avait signé à ma place, elle l'avait mal fait, et un notaire que je n'avais jamais rencontré y avait apposé son sceau. Le nom de l'acheteur était Karine Verson. Le prix d'achat était bien de 210 000 $, un montant si absurdement bas pour une propriété en bord de mer à Malibu qu'un acheteur légitime n'y aurait cru, ce qui signifiait que Karine Verson savait parfaitement ce qu'elle faisait et qu'elle n'était pas innocente. J'ai levé les yeux du document et je le lui ai rendu lentement. « Karine » lui ai-je dit, et je l'ai vu tressaillir en entendant son propre nom sortir de ma bouche. « Vous devriez appeler votre avocat dès maintenant, avant que ces hommes ne transportent un seul objet de plus dans ma maison. » Karine Verson n'a pas appelé son avocat tout de suite. Elle a fait ce que les gens comme elle font toujours lorsqu'ils sont pris en défaut, elle a haussé le ton. « Je ne sais pas pour qui vous vous prenez » a-t-elle lancé, sa voix montant d'un octave. Beau n'a pas bougé, il m'a regardé, attendant mon signal. « S'il vous plaît, appelez-les, Karine » ai-je répliqué. « En fait, j'y insiste, car lorsqu'ils arriveront, je leur montrerai l'acte de propriété enregistré auprès du comté de Los Angeles sous le nom d'une LLC appelée Iris Coast Holdings, dont je suis propriétaire à 100% et qui détient le titre de cette propriété depuis octobre 2011. Et ensuite, nous aurons une conversation très intéressante sur la façon dont vous vous êtes retrouvé en possession d'un faux acte qui orthographie mal mon nom et évalue cette propriété à moins de 4% de sa valeur estimée. » Le visage de Karine a eu une réaction intéressante. Le bronzage et les bijoux sont restés les mêmes, mais sous les artifices, tout s'est figé. Elle a regardé le porte-document dans sa main comme s'il venait de se transformer en serpent. « 4%, a-t-elle répété doucement. La propriété a été évaluée en novembre 2024 à 5,5 millions de $, Karine. J'ai les documents dans ma voiture, je peux aller les chercher pour vous. Ou alors vous pouvez appeler votre très onéreuse compagnie de titres et leur demander comment ils ont pu rater le fait que cette parcelle est détenue par une LLC et non par une personne physique nommée Sutton Vale. Ou vous pouvez appeler votre mari, ou encore l'ami de Danny qui a organisé tout cela, car je serais très curieuse de savoir quelle commission d'intermédiaire a été versée dans cette transaction. » Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. « Madame » a appelé l'un des déménageurs depuis le camion. « Où voulez-vous qu'on mette la table de la salle à manger ?»« Arrêtez » a crié Karine sans même le regarder. « Arrêtez de tout bouger. Remettez tout en place. Remettez tout dans le camion. » Le déménageur a haussé les épaules et a fait demi-tour. Beau a expiré à mes côtés, et je sentais un léger amusement dans son souffle. J'ai fait un pas sur le porche de ma grand-mère.
La planche de gauche a grincé exactement au même endroit que lorsque j'étais petite fille. Karine a reculé d'un pas, cédant du terrain sans sembler s'en rendre compte. Voici ce qui va se passer, Karine, ai-je proposé d'un ton calme, car j'ai appris que le calme est bien plus terrifiant que les cris. Vous allez ordonner à vos déménageurs de retirer tout ce qu'ils ont apporté dans cette maison. Vous allez quitter les lieux. Vous allez appeler votre avocat, votre compagnie de titres et toutes les personnes que vous avez payées pour réaliser cela. Et vous allez passer les prochains mois à essayer de récupérer votre argent auprès d'une femme nommée Delphine Val et d'un homme dont je ne connais pas encore le nom, mais que j'ai bien l'intention de découvrir. Je ne suis pas votre ennemi dans cette histoire. Je suis la victime d'une fraude, et vous l'êtes aussi, si vous avez réellement été trompé. Mais si vous ne l'avez pas été, si vous saviez ce que vous faisiez, alors je suis le cadet de vos soucis. Karine m'a regardé pendant un long moment. Puis, parce qu'elle n'était pas stupide, mais simplement avide, elle a hoché la tête brièvement et a sorti son téléphone. Beau et moi sommes descendus du Porsche pour retourner vers ma voiture. L'océan offrait son aspect de l'après-midi, lumineux et vif, et un goéland criait après quelque chose sur la plage. « Comment savais-tu » m'a doucement demandé Beau quand nous sommes arrivés à la voiture. Savoir quoi? Qu'elle savait. Qu'elle n'était pas innocente. J'y ai réfléchi. J'ai regardé en arrière vers Karine, qui faisait les 100 pas sur mon Porsche, le téléphone collé à l'oreille, faisant de grands gestes de la main dans le vide. Parce que personne n'achète une propriété en bord de mer à Malibu pour 210 000 $ en pensant faire une affaire honnête, Beau. Elle a vu le prix, elle a vu l'adresse, elle a vu le nom d'une femme dont elle n'avait jamais entendu parler, et elle a décidé de ne pas poser de questions de peur que le marché ne lui échappe. Ce n'est pas de l'innocence. C'est de la complicité, avec une plus jolie coupe de cheveux. Beau a ri, un vrai rire, pour la première fois de la matinée. Puis son visage est redevenu sérieux. Sutton, c'est ta mère qui a fait ça, et ta sœur l'a aidé. Est-ce que tu vas bien? Je l'ai regardé. Beau avait 52 ans, c'était un ancien officier des gardes-côtes, veuf avec 2 filles adultes, et l'un des rares hommes en qui j'avais une confiance absolue. Il me posait une vraie question, et je lui devais une vraie réponse. Non, Beau, je ne vais pas bien, mais je ne suis pas surprise non plus, et il y a une différence entre ces deux choses. Il a hoché la tête lentement, sans insister. C'était l'une des choses que j'appréciais chez lui, il savait toujours quand s'arrêter de poser des questions. Au moment où le soleil commençait à descendre vers l'horizon, le camion de déménagement était parti. Karine était partie. Son canapé en cuir, sa table de salle à manger et ses cartons pleins d'ustensiles de cuisine coûteux avaient tous été rechargés et emportés. Beau avait tout documenté, des photos du camion, des papiers, du visage de Karine lorsqu'elle était au téléphone avec son avocat, et du cadenas que nous avions posé sur la porte d'entrée après son départ. Je suis resté sur le porche longtemps après le départ de Beau. Le bois sous mes pieds avait supporté le poids de ma grand-mère, de mon grand-père et le mien au fil des décennies. J'ai pensé à l'été de mes 7 ans, quand Iris m'avait appris à éplucher le maïs sur ce porche, et à la façon dont elle chassait les fils de ses doigts au gré du vent. J'ai pensé à l'été de mes 15 ans, quand je m'étais assise sur ce porche pour pleurer parce que Marlo avait raconté à tout le monde à l'école que j'avais été adopté. Et qu'Iris était sortie avec 2 verres de thé glacé pour me dire que la biologie était la chose la moins intéressante dans une famille. Que ce qui comptait, c'était d'être là pour les autres. Iris avait été là pour moi toute ma vie, et quand elle était morte, elle m'avait laissé la seule chose qu'elle avait à donner. La seule chose que ma mère ne pourrait jamais me prendre par ses paroles, ses manipulations, ses pleurs ou ses cris. Sauf que ma mère avait tout de même essayé de me la prendre de la manière la plus audacieuse, criminelle et incroyable qui soit. J'ai sorti mon téléphone. Il y avait 27 notifications, 14 appels manqués de ma mère, 9 SMS de Marlo, chacun de plus en plus paniqué, 3 messages vocaux et un SMS d'un numéro inconnu. J'ai ouvert celui-ci en premier. Il venait de Karine, Mademoiselle Val, mon avocat m'a conseillé de ne pas vous contacter directement. Je le fais quand même. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas participé sciemment à une transaction frauduleuse. On m'avait dit que la propriété appartenait à votre mère, que vous étiez brouillé, et qu'elle liquidait le patrimoine familial pour payer des dettes médicales. Je comprends maintenant que c'était faux. Je suis prête à coopérer pleinement à toute enquête. Je suis désolé, Karine. Je l'ai lu 2 fois. Des dettes médicales. C'était bien trouvé. Ma mère était, pour autant que je sache, en parfaite santé et s'en plaignait depuis environ 40 ans.
Je n'ai pas répondu à Karine, pas encore. Je lui répondrai plus tard, quand je saurai ce que je voulais qu'elle fasse. Pour l'instant, j'avais d'autres personnes à gérer. J'ai ouvert les messages de ma mère. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Les 3 premiers étaient normaux, enjoués, me demandant si j'avais déjà reçu l'argent et si j'étais contente. Puis le ton a changé. Elle avait eu des nouvelles de Karine, évidemment, ou de cette amie de Dany, peu importe son nom. Au 7e message, elle pleurait. Au 9e, elle m'accusait de vouloir détruire la famille. Au 12e, elle me rappelait que tout ce qu'elle avait fait avait toujours été dans mon intérêt, et comment j'osais me retourner contre elle maintenant. J'ai fermé l'application, j'ai verrouillé le téléphone, je suis resté sur le porche et j'ai regardé le soleil toucher l'eau. Puis, j'ai fait ce que je repoussais depuis 14 ans, j'ai rappelé ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie. Elle pleurait déjà. Sutton. Dieu merci. Dieu merci. Ma chérie, écoute-moi. Il y a un terrible malentendu. Cette femme, Karine, ment. Nous n'avons rien fait de mal. Nous essayons de t'aider. Tu dois me croire. Tu le dois. Maman. Sutton, s'il te plaît. Écoute-moi. Tout cela a pris des proportions démesurées. Nous pouvons arranger ça. Nous avons juste besoin de nous asseoir tous ensemble en famille. Et... Maman, tais-toi. Elle s'est tue. C'était probablement la première fois de ma vie qu'elle faisait ce que je lui demandais dès la première tentative. Maman, je vais te dire cela une seule fois. Tu as falsifié ma signature. Tu as vendu une propriété qui m'appartenait légalement, qui m'avait été léguée par ta mère et qui est détenue par une LLC depuis 2011. Tu as fait cela avec l'aide de Marlo et d'un notaire dont j'aurai le nom d'ici demain matin. Et tu l'as vendu pour une fraction de sa valeur à une femme qui, je pense, savait exactement à quoi elle participait. Silence. Maman, est-ce que tu sais combien vaut cette maison? Nouveau silence, plus long. Sutton. Ma chérie, je ne comprends pas ce que tu dis. 5,5 millions de dollars, maman. La maison que tu as qualifiée d'horreur. La bicoque. C'est sa vraie valeur. Et tu l'as vendue pour 210 000 dollars. Le son qui est alors sorti de la bouche de ma mère n'était semblable à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Ce n'était pas des pleurs, ce n'était pas de la colère. C'était le bruit d'une personne en train de réévaluer 14 ans de ses propres décisions en temps réel. J'ai raccroché. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Je ne pouvais pas. L'idée de retourner à Newport Beach pour m'asseoir dans ma cuisine vide et faire semblant que ma vie avait encore la même forme que à 6h46 du matin m'était insupportable. J'ai appelé Beau à la place pour lui demander s'il connaissait un endroit où loger dans les environs. Il m'a donné le nom d'une petite auberge à Point d'Hume, tenue par une de ses amies nommée Adlia, qui ne posait pas de questions et laissait une carafe de bon bourbon dans chaque chambre. Adlia s'est avérée être une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et portant des lunettes de lecture retenues par une chaîne autour du cou. Elle m'a regardé une fois, a pris ma carte de crédit et a désigné la 2e chambre sur la gauche. Le mot de passe du Wi-Fi est sur le bureau. Le bourbon est dans le cabinet. Le petit déjeuner est à 8 heures, mais seulement si vous en avez envie. Elle m'a tapoté l'épaule quand je suis passé à côté d'elle. C'était le seul contact humain que j'ai reçu ce jour-là, et cela a bien failli me faire fondre en larmes. Je me suis assise sur le bord du lit dans cette chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Priya m'avait déjà envoyé un email, 4 pièces jointes, un plan d'action sous forme de liste à puces, et une note en bas qui disait « Sutton, dors un peu. Nous commençons demain. Ce sera très satisfaisant. » Je n'ai pas dormi, pas vraiment. Je suis resté allongé sur le couvre-lit, tout habillé, à regarder tourner le ventilateur de plafond, en pensant au moment précis où ma mère avait pris la décision de faire cela. Il y avait forcément eu un instant, un matin, un après-midi ou un dimanche après l'église, où elle s'était tournée vers Marlo pour lui dire à haute voix « On devrait vendre la maison de Sutton ». Je me demandais ce que Marlo avait répondu. Je me demandais si l'une d'elles avait hésité, ne serait-ce qu'une seconde. Je me demandais si la notaire, qui qu'elle soit, avait posé des questions. Vers 3 heures du matin, j'ai renoncé à dormir, je me suis levé, j'ai préparé du café avec la petite machine de la chambre et j'ai ouvert la première pièce jointe de Priya. C'était une note de stratégie.
Priya rédigeait ses notes de stratégie comme des généraux écrivent des plans de bataille, concises, numérotées, impitoyables. Point 1. Déposer une plainte à la police pour usurpation d'identité, falsification et vol qualifié. Priya avait déjà contacté un détective du LAP spécialisé dans la fraude immobilière. Il s'appelait le détective Oz Ramirez et attendait mon appel le lendemain matin. Point 2. Déposer une plainte au civil contre Delphine Val, Marlo Valchen et Karine Verson, ainsi que contre toute autre partie identifiée au cours de la procédure. Priya avait déjà rédigé la plainte. Elle estimait que nous pourrions la déposer d'ici la fin de la semaine. Point 3. Contacter le bureau du secrétaire d'État de Californie pour signaler la notaire. Priya avait un nom. La notaire s'appelait Bettatina Forney, et authentifiait des documents pour le groupe paroissial de Delphine depuis 6 ans. Priya avait également découvert, par une recherche rapide dans les registres publics, que Bettatina avait déjà été réprimandée par l'État à 2 reprises, en 2019 et en 2022, pour des documents mal notariés. Ce serait son 3e avertissement. Point 4. Gérer le cas de Karine Verson. La recommandation de Priya à ce sujet était intéressante. Elle pensait que Karine allait plier immédiatement, et que son avocat lui conseillerait très probablement d'annuler la transaction et de coopérer contre ma mère en échange de ne pas être citée comme accusée. Priya suggérait de la laisser faire. Cela rendait l'affaire plus simple. Cela signifiait aussi que Karine témoignerait, ce qui serait très important par la suite. Point 5, et c'est celui-ci que j'ai lu 2 fois, ne communiquer sous aucun prétexte avec ma mère ou ma sœur jusqu'à ce que Priya dise qu'on pouvait le faire sans danger. Pas d'appel, pas de SMS, pas de réunion de famille. Priya écrivait, je cite, Sutton, elles vont essayer de te culpabiliser, de pleurer, de te menacer, d'invoquer ta grand-mère, ton père, d'actionner tous les leviers émotionnels possibles. Ne réponds pas. Chaque mot que tu leur diras peut et sera utilisé pour compliquer cette affaire. Le silence n'est pas seulement d'or ici. C'est une forteresse. J'ai refermé l'ordinateur. Je suis resté pensif devant ce mot pendant un long moment. Forteresse. Pendant 36 ans, j'avais vécu sans forteresse. J'avais vécu dans une maison sans porte, et ma mère et ma sœur entraient et sortaient de ma vie comme bon leur semblait, prenant tout ce qu'elles voulaient, laissant ce dont elles n'avaient plus besoin. Je ne leur avais jamais dit non d'une manière ferme et définitive. J'avais dit non 1 millier de fois, mais chaque non avait été suivi d'un peut-être, et chaque peut-être d'un oui, parce que dire oui était plus facile que de supporter leur déception. Cela allait se terminer. Priya allait m'aider à y mettre fin. Et quand elle aurait fini, ma mère et ma sœur comprendraient quelque chose qu'elles n'avaient jamais compris auparavant, Sutton Val avait désormais des limites solides. À 8 heures du matin, je suis descendu prendre mon petit déjeuner. Adlia avait préparé du pain perdu. J'en ai mangé 2 morceaux. J'ai appelé le détective Ramirez depuis le porche de l'auberge, et il a décroché comme s'il attendait mon appel. Mademoiselle Val, Priya m'a envoyé les documents hier soir. Je les ai lus. Je vais être très franc avec vous, c'est l'un des cas de fraude les plus clairs que j'ai vus en 10 ans. Votre mère et votre sœur vont être arrêtées. La notaire va perdre son accréditation et fera probablement l'objet de poursuites. Karine Verson va passer une année très compliquée. J'ai besoin que vous veniez au poste cet après-midi pour faire une déposition formelle. Pouvez-vous faire cela? Oui. Très bien. Et mademoiselle Val? Oui. J'ai vu beaucoup de familles se faire du tort de toutes les manières possibles. Sachez simplement que ce que votre mère a fait se situe à l'extrême limite de ce qu'on peut imaginer. Si cela peut vous consoler, vous n'avez rien fait de mal dans cette histoire. C'est quelque chose qu'elles vous ont fait à vous. Je n'ai pas pleuré au téléphone avec le détective Ramirez. Mais je me suis assise sur le banc en bois du porche d'Adlia pendant quelques minutes après avoir raccroché, et j'ai laissé mon corps trembler un moment. Non pas de tristesse, mais de soulagement. De ce sentiment étrange de voir un inconnu, un homme que je n'avais jamais rencontré, regarder la situation de l'extérieur et me dire ce que j'essayais de me répéter depuis des années, vous n'avez rien fait de mal. Je me suis rendu à Los Angeles cet après-midi-là. Le commissariat de quartier du LAP se trouvait dans un bâtiment bas de couleur beige à côté d'un stand de tacos, et le détective Ramirez était un homme trapu d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et à la voix toujours égale. Il a pris ma déposition pendant 2h30. Il a posé des questions précises, a tout noté dans un petit carnet à spirale et l'a saisi sur son ordinateur portable au fur et à mesure. Quand nous avons eu fini, il m'a serré la main.
J'ai hoché la tête. Je suis sorti du commissariat sous le soleil de la fin d'après-midi. Mon téléphone avait, sans surprise, 23 nouvelles notifications. Je ne les ai pas ouvertes. Je suis monté dans ma voiture, j'ai longé la côte en sens inverse jusqu'à Newport Beach et je me suis assise dans ma cuisine pour la première fois en près de 36 heures. J'ai regardé la tasse de café que j'avais laissée sur le comptoir la veille au matin. Le café était froid et il y avait une auréole sur le carrelage. Je l'ai prise, j'ai vidé le contenu, j'ai lavé la tasse et je l'ai rangée. Ensuite, j'ai mangé un bol de céréales debout au-dessus de l'évier parce que je n'avais pas l'énergie de préparer autre chose, et je suis allé me coucher. J'ai dormi pendant 11 heures. Quand je me suis réveillé le jeudi matin, j'avais 2 nouveaux messages vocaux de ma mère, 6 nouveaux SMS de Marlo et un email de Priya avec pour objet, cas de Bettatina Forney confirmé. Autorisation de notaire révoquée à compter de midi aujourd'hui. J'ai préparé une nouvelle cafetière. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai commencé à planifier la phase suivante de ma vie. Parce que c'est cela, être trahi. Être vendu, trahi, trompé, usurpé et rejeté, le tout en une seule semaine, produit un effet étrange. Cela vous clarifie l'esprit. Cela consume les parties de vous qui essayez encore de se faire aimer par des personnes qui ne vous appréciaient pas. Cela ne laisse derrière que ce que vous êtes réellement sous toute cette douceur que vous aviez cultivée pour survivre. Ce que j'étais sous toute cette douceur, c'était une femme propriétaire d'un terrain en bord de mer d'une valeur de 5,5 millions de dollars, qui dirigeait une entreprise de design prospère, qui avait bâti sa propre vie à partir de zéro, et qui en avait fini, définitivement et catégoriquement fini, de s'excuser d'exister. La première arrestation a eu lieu le lundi matin. Je n'étais pas présente, mais le détective Ramirez m'a appelé à 9h47 pour me tenir au courant. Ma mère avait été arrêtée à son domicile à Riverside, en peignoir, alors qu'elle préparait sa 2e tasse de café. Marlo avait été arrêtée 2 heures plus tard à l'école primaire où elle travaillait comme réceptionniste, devant le directeur et 2 de ses collègues. La notaire, Bettina Forney, s'était rendue d'elle-même sur les conseils de son avocat et avait déjà commencé à coopérer. J'ai reçu ces informations assise à mon comptoir de cuisine, mon ordinateur portable ouvert devant moi. J'étais en train de dessiner la charte graphique d'un client quand le téléphone a sonné. J'ai posé mon stylo. J'ai écouté. J'ai dit « merci ». J'ai raccroché. Puis je suis resté assise là un moment, laissant venir à moi toutes les émotions. Et ce qui est venu n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas du triomphe, ce n'était pas de la satisfaction. C'était un chagrin sourd et silencieux, semblable à ce qu'on ressent en étant assis dans une église vide. Ma mère allait passer au moins quelques heures dans une cellule de prison ce jour-là. Ma sœur allait devoir expliquer à son mari et à ses enfants pourquoi elle avait été arrêtée sur son lieu de travail. Et je n'avais rien fait pour provoquer cela, si ce n'est refuser de me faire dépouiller. Mais le chagrin était là malgré tout, car le chagrin se moque de savoir si vous avez fait une erreur ou non. Le chagrin apparaît simplement quand quelque chose se termine. Et quelque chose venait de se terminer. Ma relation avec ma mère, quel qu'eût été ce lien usé, était finie. Ma relation avec ma sœur, qui n'était qu'un échange toxique larvé depuis 20 ans, était finie. L'idée que j'avais une famille qui pourrait un jour, peut-être, dans un avenir imaginaire, changer et devenir ce dont j'avais eu besoin, était finie. C'était cela, la perte, et non les arrestations, la fin du fantasme. Je suis resté pensif face à cela pendant environ 1 heure. Puis je me suis levé, j'ai préparé une autre tasse de café et je me suis remise au travail. Cet après-midi-là, Priya m'a appelé pour me donner des nouvelles. Karine Verson s'était officiellement retirée de la transaction, avait déposé sa propre plainte au pénal contre ma mère et l'ami de Danny dont le nom complet s'avérait être Danilo Cofield et avait accepté de témoigner. L'ami de Danny avait également été arrêté. C'était, sans surprise, un agent immobilier qui avait perdu sa licence en 2021 pour une combine similaire dans le comté de Ventura. Il travaillait depuis comme consultant privé, ce qui était la manière polie de dire qu'il gérait des fraudes depuis son propre salon. Le virement bancaire envoyé par Karine, d'un montant de 210 000 $, avait été divisé en 3, 50 000 $ étaient allés à Danilo Cofield en guise de commission d'intermédiaire, 30 000 $ m'avaient été envoyés sous forme du chèque mentionné par ma sœur, probablement pour lui servir d'alibi. Les 130 000 $ restants avaient été déposés sur le compte courant de ma mère où, comme me l'a appris Priya,
Il se trouvait encore parce que ma mère s'apprêtait apparemment à les dépenser pour une croisière avant que son arrestation n'interrompe ses projets. Une croisière. Ma mère avait vendu ma maison pour pouvoir s'offrir une croisière. J'ai ri quand Priya me l'a dit. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement typique d'elle, si caractéristique du genre de mesquinerie dans lequel ma mère s'était spécialisée, que le rire était la seule réponse appropriée. Marlo, de son côté, s'était apparemment vu promettre 30 000 $ sur cette somme, qu'elle comptait utiliser pour rénover sa cuisine. Ma mère avait dit à l'acheteuse qu'elle avait des dettes médicales. Elle avait dit à sa fille qu'elle voulait des vacances. Elle avait dit à son autre fille, moi, qu'elle me rendait service. 3 mensonges pour 3 publics différents, tous construits autour du même vol. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai écrit une lettre. Je ne l'ai pas envoyée, je n'avais pas l'intention de le faire. Je l'ai écrite parce que Priya m'avait dit de ne pas parler à ma mère, mais elle ne m'avait pas interdit de lui écrire, et j'avais besoin de coucher sur papier une partie de ce que je portais pour cesser de le traîner partout avec moi. La lettre faisait 2 pages. Elle disait tout ce que je n'avais jamais exprimé à voix haute en 36 ans. Elle disait que je savais depuis l'âge de 6 ans que Marlo était sa préférée. Elle disait que je l'avais vu célébrer chaque action médiocre de Marlo et rejeter chaque accomplissement réel de ma part. Elle disait que lorsque j'avais obtenu mon diplôme universitaire avec mention, elle était partie au beau milieu de la cérémonie pour emmener Marlo à un rendez-vous chez le médecin, rendez-vous dont Marlo avait avoué plus tard qu'elle l'avait inventé de toutes pièces. Elle disait que lorsque j'avais décroché mon premier emploi de graphiste, ma mère m'avait demandé si c'était vraiment quelque chose dont on pouvait vivre. Et quand j'avais obtenu une augmentation, elle m'avait demandé si j'étais sûr que l'entreprise était stable. Et quand j'avais acheté ma maison à Newport Beach en 2020, elle m'avait demandé si je savais que le quartier était surévalué. Elle disait que chacun de mes succès avait été traité comme une anomalie suspecte, et chaque échec de Marlo comme une urgence familiale. Elle disait que Iris savait. Iris savait tout cela, et Iris avait essayé de me protéger de la seule manière possible, en me laissant quelque chose que ma mère ne pourrait pas me prendre. Et ma mère, incapable d'accepter qu'Iris l'ait percée à jour, avait tout de même essayé de s'en emparer. J'ai lu la lettre une fois. Je l'ai pliée. Je l'ai mise dans une enveloppe. J'ai placé l'enveloppe dans le tiroir où je conservais les lettres que ma grand-mère m'envoyait, celles qu'elle écrivait chaque année pour mon anniversaire, la dernière datant de 3 semaines avant sa mort. Puis j'ai fermé le tiroir et je suis allé me coucher. Les semaines suivantes ont défilé rapidement. Priya a déposé la plainte au civil le vendredi. Le détective Ramirez a continué à monter le dossier pénal. L'histoire a été reprise par une chaîne de télévision locale, puis par une plus grande, puis par un média en ligne, et enfin par une émission matinale nationale qui m'a sollicité pour une interview que j'ai refusée. Mon téléphone sonnait sans arrêt avec des numéros inconnus. Je laissais tout aller sur la messagerie vocale. J'ai engagé un consultant en relations médias dont le seul travail était de répondre aux demandes de la presse et de dire non en mon nom. Ma mère a payé sa caution. Elle a engagé un avocat. Celui-ci a fait une déclaration à la presse affirmant que ma mère souffrait de déclin cognitif et n'avait pas compris ce qu'elle faisait. C'était un choix audacieux, car il s'est avéré que Delphine Val publiait des messages enjoués et parfaitement cohérents sur sa page Facebook jusqu'au matin même de son arrestation, y compris une photo de la brochure de la croisière avec la légende « Compte à rebours avant la liberté ». L'avocat de ma mère n'avait apparemment pas vérifié ses réseaux sociaux. Marlo a également payé sa caution. Son mari, Daniel Chen, que j'avais toujours, pour être honnête, préféré à ma sœur, a demandé la séparation légale la semaine suivante. Il m'a appelé un soir depuis une chambre d'hôtel pour me l'annoncer lui-même. Il s'est excusé, expliquant qu'il n'était pas au courant, qu'il déménageait avec les enfants chez ses parents à Sacramento, qu'il ne voulait en aucun cas être associé à ce que Marlo avait fait et que, si je souhaitais revoir mon neveu et ma nièce, il s'assurerait que ce soit possible. Je l'ai remercié. J'ai un peu pleuré après avoir raccroché. Daniel avait toujours été gentil. Il méritait mieux que Marlo, il avait probablement toujours mérité mieux qu'elle. À la mi-avril, 6 semaines après le matin où le SMS était arrivé, ma vie avait trouvé un nouveau rythme. Je travaillais. Je courais sur la plage le matin. Je voyais Priya une fois par semaine. Je dînais avec Beau et Adlia à l'auberge un vendredi sur 2. Je ne parlais pas à ma mère, je ne parlais pas à Marlo. Je ne lisais pas les articles de presse sur mon affaire. Je laissais Priya et le consultant média s'occuper de tout,
et je me concentrais sur les deux seules choses que je pouvais contrôler, mon entreprise et ma tranquillité d'esprit. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais réellement faire de la maison de Malibu, cette maison de 5,5 millions de dollars que ma mère avait essayé de vendre pour 210 000 dollars. Car voilà, je ne voulais pas la vendre, surtout pas aujourd'hui. Ma grand-mère m'avait laissé cette maison pour qu'elle me sauve la vie un jour, et j'ai réalisé, dans le calme des semaines qui ont suivi les arrestations, qu'elle l'entendait dans bien des sens. Elle le pensait sur le plan financier, oui, mais elle le pensait aussi dans le sens où le fait d'avoir un endroit, un véritable lieu physique qui vous appartient et qu'on ne peut pas vous retirer, peut sauver une vie. La maison n'était pas seulement un actif financier. C'était la preuve que j'avais le droit de posséder des choses. C'était mon ancrage. Je n'allais pas la vendre, j'allais m'y installer. L'idée est apparue par étapes, comme la plupart des bonnes décisions. D'abord, il y a eu ce matin où je me suis rendu à Malibu juste pour surveiller la propriété, et je me suis retrouvé assise sur le porche pendant 2 heures à regarder la marée, sans aucune envie de repartir. Puis il y a eu cette discussion avec Beau sur la possibilité d'étendre mon activité de design vers l'aménagement d'intérieur, ce que j'envisageais depuis un moment sans jamais avoir sauté le pas. Enfin, il y a eu ce soir où j'ai regardé autour de moi dans mon appartement de Newport Beach et réalisé qu'il ne s'était jamais agi d'un vrai chez moi, je l'avais acheté parce que c'était pratique, proche de mes clients. Et que cela évitait à ma mère de me demander sans cesse quand j'allais enfin grandir. Dès la première semaine de mai, ma décision était prise. J'ai appelé mon agent immobilier. J'ai mis l'appartement de Newport Beach en vente. Il s'est vendu en 9 jours pour 1,4 million de dollars, soit 300 000 dollars de plus que le prix auquel je l'avais acheté en 2020. J'ai envoyé le congé au locataire de la maison de Malibu, remboursé le reste des réservations de la saison et fixé ma date d'emménagement au milieu du mois de juin. Je n'ai rien dit de tout cela à ma mère ni à ma sœur. Je n'en avais pas besoin. Elles n'allaient pas faire partie de ma nouvelle vie, et il n'y avait aucune raison de les tenir informées de décisions sur lesquelles elles avaient perdu tout droit de donner leur avis. Daniel m'a appelé un après-midi pour me dire que Marlo essayait de me joindre par l'intermédiaire de l'école des enfants, en transmettant des messages via le secrétariat pour demander si quelqu'un avait des nouvelles de Tante Sutton, si j'allais bien, si j'allais porter plainte. S'il y avait moyen de régler cela en famille. J'ai dit à Daniel de demander à l'école de cesser de transmettre ces messages. Et c'est des already had. L'affaire pénale a suivi son cours dans le système judiciaire à son propre rythme. Début juin, Bettina Forney, la notaire, a accepté un accord de plaider coupable. Elle a reconnu avoir sciemment notarié une fausse signature à la demande de ma mère, l'avoir fait pour un paiement de 500 dollars, et avoir su que la propriété n'appartenait pas à ma mère. Son accréditation lui a été retirée définitivement. Elle a été condamnée à 2 ans de mise à l'épreuve, à des travaux d'intérêt général et à une amende qu'elle n'avait pas les moyens de payer. D'après ce que j'ai appris, elle était totalement anéantie. Je ne me suis pas senti désolé pour elle, elle avait fait son choix. Danilo Coffey, l'ami de Danny, a été jugé. Il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'inculpation de fraude, d'exercice illégal de l'activité d'agent immobilier et d'association de malfaiteurs. Et was sentenced to 4 years in state prison. Son visage aux informations, le jour de l'énoncé de sa peine, ressemblait à celui d'un homme qui s'était cru plus intelligent que tout le monde et qui réalisait seulement à cet instant que ce n'était pas le cas. Ma mère et ma sœur étaient encore en train de régler leurs dossiers juridiques respectifs lorsque j'ai emménagé dans la maison de Malibu, le 17 juin 2025. Beau m'a aidé à déménager. Adlia aussi. Ainsi que 2 amis d'université qui avaient fait le trajet depuis San Francisco pour le week-end, simplement parce que je le leur avais demandé. Nous avons mangé de la pizza sur le porche ce soir-là et bu du vin directement au goulot parce que je n'avais pas encore déballé les verres. Et je me suis assise là, avec ces personnes qui n'étaient pas ma famille par le sang, mais qui étaient ma famille par choix. Et j'ai ressenti dans ma poitrine quelque chose que je ne pouvais décrire que comme un sentiment d'accomplissement et d'arriver à bon port. Iris avait raison. Cette maison était en train de me sauver la vie, mais pas de la manière que nous avions imaginé à l'origine. Les semaines suivantes ont été étranges et magnifiques. Je me réveillais chaque matin au son de l'océan. Je préparais mon café dans une cuisine qui faisait face à l'eau. Je travaillais depuis un petit bureau installé dans la 2e chambre et je prenais mes appels clients tout en marchant sur le sable. J'ai fait la connaissance de mes voisins, un mélange de retraités, d'artistes et d'un directeur de la photographie très solitaire qui me faisait un signe de tête depuis son porche chaque matin sans jamais dire un mot.
Je me suis senti plus moi-même dans cette maison en un mois que durant mes 36 années de vie précédentes réunies. Puis, début juillet, l'avocat de ma mère a contacté Priya pour proposer un accord à l'amiable. L'offre était la suivante, ma mère plaiderait coupable pour des accusations moins graves, restituerait les 130 000 $ toujours sur son compte, vendrait sa maison de Riverside pour couvrir le reste des dommages et intérêts qu'elle me devait, et en échange, je retirerais ma plainte au civil et fournirais une déclaration écrite demandant l'indulgence du tribunal lors de l'énoncé de sa peine. Priya m'a expliqué les détails avec sa précision habituelle, puis elle m'a demandé ce que je voulais faire. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» lui ai-je demandé. Priya y a réfléchi un moment. Puis elle a dit, « Sutton, j'accepterai l'argent et la vente de la maison, mais je ne fournirai pas de déclaration d'indulgence. Ta mère va essayer de te faire porter la responsabilité de sa peine. Tu n'es pas responsable. Elle a commis un crime. Le tribunal peut décider de ce qu'elle mérite sans ton intervention. Si tu écris cette lettre, elle s'en servira contre toi pour le reste de ses jours. Elle dira que tu as imploré la clémence pour elle, que tu as compris, que tu lui as pardonné. Elle réécrira toute cette histoire. Ne lui donne pas le stylo. » J'ai suivi le conseil de Priya. Nous avons accepté le règlement financier. J'ai refusé de rédiger la lettre. L'avocat de ma mère a tenté de négocier, Priya a dit non. L'avocat a insisté, Priya a de nouveau refusé. Finalement, un mardi de la fin juillet, l'accord a été signé sans la lettre. Les 130 000 $ ont été déposés sur mon compte et ma mère a mis sa maison de Riverside en vente. Elle l'a vendue en 3 semaines pour 620 000 $. Une fois l'emprunt hypothécaire remboursé et ma part de dommages et intérêts transférée, il lui restait environ 90 000 $ en tout et pour tout. Elle a emménagé dans un petit appartement en location à Corona. Et Daniel m'a rapporté par ouï dire qu'elle avait commencé à fréquenter une nouvelle église parce que tout le monde dans l'ancienne savait ce qui s'était passé. L'affaire de Marlo s'est terminée différemment. Elle a refusé tout accord de plaider coupable. Son avocat l'avait persuadée, à tort, qu'elle s'en sortirait en arguant qu'elle croyait sincèrement que notre mère avait le droit de vendre la maison, et qu'elle n'avait été qu'une participante innocente. Ce n'était pas un bon argument de défense, étant donné que Marlo avait personnellement présenté Danilo Kofi à ma mère, avait personnellement reçu et encaissé un chèque de 30 000 $ qu'elle avait ensuite dû restituer, et m'avait envoyé elle-même le SMS qui avait déclenché toute l'enquête. Son procès a été fixé au mois de septembre. J'ai été appelé comme témoin. J'ai témoigné. Ce n'était pas théâtral. Je me suis assise à la barre dans une robe grise toute simple, j'ai répondu à toutes les questions du procureur et à toutes celles de l'avocat de Marlo, sans jamais jeter un seul regard vers elle. Pas une seule fois. Quand j'ai eu fini, je suis sorti de la salle d'audience, je suis rentré chez moi en voiture, je me suis assise sur mon porche et j'ai regardé le coucher du soleil en ne ressentant rien de particulier, ce qui m'a surprise. Marlo a été reconnue coupable. Elle a été condamnée à 18 mois de prison d'État avec une possibilité de libération conditionnelle après 12 mois. Daniel a obtenu la garde exclusive des enfants. Il les a installés définitivement à Sacramento. Il m'a envoyé une lettre après le verdict, une vraie lettre sur papier, pour me remercier d'avoir témoigné avec honnêteté, et me dire qu'il avait expliqué aux enfants, avec des mots adaptés à leur âge, que leur mère avait fait de graves erreurs et qu'elle serait absente pendant un certain temps. Il ajoutait qu'il leur avait également dit que leur tante Sutton les aimait et qu'il me reverrait une fois les choses apaisées. J'ai encadré cette lettre. Elle se trouve sur l'étagère au-dessus de mon bureau. Le dernier élément de toute cette histoire, celui que je n'avais pas prévu, est survenu à la mi-août. Karine Verson m'a envoyé un autre SMS. Elle disait que son mari l'avait quittée. Elle expliquait qu'elle vendait leur maison de Pacific Palisades, qu'elle déménageait dans le Colorado pour se rapprocher de sa sœur et repartir à zéro. Et elle voulait que je sache que toute cette expérience avait été le grand signal d'alarme de sa vie. Elle s'excusait encore une fois. Elle disait qu'elle espérait que j'allais bien. J'ai lu le message, j'y ai réfléchi longuement, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu, j'ai répondu. J'ai écrit, Karine, merci pour ce message. J'espère que vous trouverez la paix dans le Colorado. Prenez soin de vous. J'ai cliqué sur envoyer, j'ai posé le téléphone. Je n'avais pas besoin d'en dire plus, mais je n'avais pas besoin d'en dire moins non plus. Quelque chose en moi apprenait à faire la différence. L'automne est arrivé sur la côte de cette manière douce et oblique propre au sud de la Californie. La lumière a changé.
Les matins sont devenus plus calmes. Les touristes se sont fait plus rares. J'ai déplacé mes courses matinales sur la plage elle-même plutôt que sur le chemin pavé. Et j'ai commencé à remarquer des détails auxquels je n'avais jamais prêté attention, la façon dont le sable était plus froid à l'ombre des falaises, la trajectoire des vols de pélicans qui variaient selon le vent, la manière dont l'océan, si on le fixait assez longtemps, semblait se mettre à respirer. J'avais un rendez-vous avec un client à Santa Barbara durant la 3e semaine de septembre. Sur le chemin du retour, j'ai fait un arrêt imprévu. J'ai quitté l'autoroute et je me suis rendu au cimetière où reposait Iris. Je n'y étais pas retourné depuis ses obsèques en 2011. Non pas que je ne le voulais pas, mais parce que je refusais de m'y présenter en tant que la personne que j'étais alors, encore timorée, toujours sur la défensive, s'excusant d'exister et se préparant au prochain coup bas de ma mère. Je me suis approché de la tombe d'Iris. L'herbe était bien tondue. La pierre tombale était sobre, comme elle l'avait souhaité, affichant simplement son nom, ses dates de vie et une phrase qu'elle avait elle-même choisie avant de mourir, elle volait comme si elle connaissait un secret. J'avais oublié cette inscription. Je l'ai lue 3 fois. Je me suis assise dans l'herbe près de sa pierre. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du SMS, du camion de déménagement et du Porsche. Je lui ai parlé de Priya, du détective Ramirez et de Beau. Je lui ai parlé des arrestations. Je lui ai raconté mon emménagement dans la maison. Je lui ai dit que je comprenais maintenant ce qu'elle voulait dire quand elle affirmait que la maison me sauverait la vie. Je lui ai demandé pardon d'avoir mis autant de temps. Et je lui ai confié ce que je n'avais dit à personne d'autre, que j'avais commencé, ces dernières semaines, à ressentir une chose oubliée depuis des années, l'espoir. Non pas cet espoir léger, futile et facile, mais un espoir plus profond. Celui qui naît après que l'on a détruit tous les fantasmes sur ce que la vie aurait dû être, quand on se tient au milieu des cendres et que l'on s'aperçoit que le sol sous nos pieds est toujours solide. Je suis resté là un long moment. Quand je me suis enfin relevé, j'avais les jambes engourdies, le soleil avait tourné, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Cet automne-là, j'ai commencé à voir une thérapeute. Elle s'appelait la doctoresse Emmanuela Park, c'était une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris courts, accompagnée d'un petit chien nommé Custard qui dormait sur le canapé pendant nos séances. Je n'avais jamais suivi de thérapie auparavant, principalement parce que ma mère avait toujours méprisé cette idée, la qualifiant d'arnaque pour personne sans vrai problème, ce qui, avec le recul, était exactement le genre de discours d'une personne refusant toute remise en question. La doctoresse Park m'a écouté lors de la première séance sans dire grand-chose. À la 2e séance, elle m'a posé une question qui m'a habité pendant des semaines. Sutton, quand ta grand-mère t'a légué cette maison, que t'a-t-elle laissé d'autre que la maison elle-même ? Je ne savais pas quoi répondre. Je suis resté silencieuse un long moment pendant que Custard, le chien, émettait de légers ronflements sur le canapé. Et finalement, j'ai répondu, je pense qu'elle m'a transmis l'idée que je valais la peine qu'on me transmette quelque chose. La doctoresse Park a hoché la tête. Elle a écrit quelques mots. Elle n'a rien ajouté d'autre à ce sujet, mais j'ai repensé à cette réponse durant tout mon trajet de retour. Et j'y ai pensé le lendemain, et le jour d'après. À la fin de la semaine, j'avais une toute autre grille de lecture sur ma vie entière. Chaque membre de ma famille avait passé 36 ans à me faire comprendre, par 1000 petits détails, que je ne valais pas grand-chose, qu'on pouvait m'ignorer, que ma réussite était suspecte, mes échecs prévisibles, mes succès embarrassants, mes émotions exagérées et mes besoins égoïstes. Ma grand-mère avait passé sa vie à contrer discrètement ce message, un verre de thé glacé sur le porche à la fois. Et à sa mort, elle m'avait laissé une preuve physique, incontestable, inscrite dans un acte officiel, montrant qu'au moins une personne sur Terre avait estimé que je méritais qu'on investisse en moi. Ma mère avait essayé de voler cette preuve parce qu'elle avait compris, à un niveau qu'elle ne pouvait probablement pas verbaliser, que tant que cette preuve existait, toute son histoire sur moi n'était qu'un mensonge. C'était cela, le véritable vol, non pas les 210 000 $, ni même les 5,5 millions de dollars. Le vrai vol, celui que ma mère tentait de commettre depuis ma naissance, était de me déposséder de la croyance que j'avais le droit d'être quelqu'un qui possède des choses. Elle had failed. Elle avait échoué sur ce Porsche ce mardi matin-là. Elle avait échoué quand j'avais appelé Priya. Elle avait échoué quand j'avais témoigné devant le tribunal. Elle échouait chaque jour depuis lors. J'ai raconté tout cela à la doctoresse Park au cours de plusieurs séances. Elle écoutait. Elle hochait la tête. Elle posait ses questions judicieuses.
Et elle m'a dit, à la fin d'une séance début novembre, Sutton, je pense que vous faites une chose que beaucoup ne font jamais, vous métabolisez cette épreuve au lieu de simplement la subir. Continuez. J'ai continué. En novembre, j'ai reçu un appel de Daniel. Il m'appelait de Sacramento un samedi après-midi, et j'entendais ma nièce Léla lui demander en arrière-plan avec qui il parlait. Daniel m'a dit que Léla s'était renseignée sur moi. Plus précisément, elle voulait savoir si j'habitais toujours près de la plage, car elle se souvenait m'avoir rendu visite une fois à l'âge de 5 ans. Elle se rappelait le bruit des vagues et voulait savoir si je pouvais lui envoyer une photo de l'océan. Elle avait maintenant 9 ans. Elle avait fait un dessin de l'océan de mémoire en cours de dessin, son enseignant lui avait dit que cela ne ressemblait pas à l'océan, et Léla était rentrée contrariée, demandant à son père s'il lui était possible d'en voir un vrai. Je lui ai envoyé une photo, puis une vidéo de la marée montante au coucher du soleil. Ensuite, je lui ai fait parvenir un petit colis, un pot de sable provenant de ma plage, scellé avec du ruban adhésif, accompagné d'un mot, Léla, ceci est un morceau de ma plage. Quand tu viendras me voir, nous le rapporterons et le rajouterons au reste. Avec tout mon amour, tante Sutton. Daniel m'a envoyé une vidéo d'elle en train de l'ouvrir. Elle a levé le pot vers la lumière et a dit d'un ton très sérieux, « Papa, regarde, c'est son sable à elle. » Puis elle a transporté le pot partout dans la maison pendant 2 heures. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de les inviter à venir me voir. Je ne savais pas exactement quand, comment cela s'organiserait, ni ce que je leur dirais au sujet de leur mère. Mais je savais que je voulais qu'ils me connaissent. Je savais qu'Iris aurait voulu que je les connaisse. Et je savais que, quelle que soit la famille que j'aurais désormais, ce serait une famille que j'aurais bâtie de façon délibérée, et non une famille reçue par le hasard de la naissance. Daniel et moi avons discuté prudemment de la marche à suivre tout au long de cet automne. Il souhaitait attendre que l'audience de libération conditionnelle de Marlowe, prévue au printemps, soit passée, afin d'offrir d'abord un peu de stabilité aux enfants. J'ai accepté. Nous avons fixé une date provisoire pour l'été 2025, et j'ai commencé à réaménager la maison en vue de leur visite. J'ai transformé la 2e chambre en chambre d'enfant. J'ai acheté des lits superposés, un petit bureau et une bibliothèque que j'ai remplie de livres qu'Iris m'avait lus. J'ai accroché au mur une photo encadrée de ma grand-mère, trouvée dans un carton en déballant mes affaires, et j'y ai mis une étiquette, « Voici votre arrière-grand-mère, Iris. Elle vous aurait énormément aimé. » Vers la même époque, en décembre, j'ai reçu un autre appel inattendu. Il s'agissait d'une femme nommée Oren Kessler, qui s'est présentée comme productrice d'un podcast sur la fraude immobilière et les trahisons familiales. Elle avait entendu parler de mon histoire par un ami travaillant au bureau du procureur. Elle voulait savoir si j'accepterais d'être interviewé officiellement pour un épisode consacré à mon histoire. Mon premier réflexe a été de refuser. J'avais passé des mois à fuir les journalistes. J'avais décliné chaque demande d'interview. J'avais laissé Priya et le consultant média s'occuper de tout. Pourquoi changerais-je d'avis maintenant? Mais j'ai laissé mûrir la question pendant la nuit, et j'ai réalisé que refuser revenait, d'une certaine manière, à laisser la version des faits de ma mère circuler sans être contestée. Elle avait raconté à tous les fidèles de son ancienne église que j'étais cruel. Elle avait affirmé à son avocat que j'avais exagéré ses intentions. Elle disait à qui voulait l'entendre depuis le début que j'étais la fille difficile, celle qui n'appréciait jamais rien. J'ai rappelé Oren le lendemain matin. Je lui ai dit que j'acceptais à une seule condition, je voulais avoir le droit de regard final sur la manière dont mon histoire serait présentée. Elle a accepté. Nous avons planifié l'entretien pour la première semaine de janvier. L'interview s'est déroulée dans un petit studio à Los Angeles, dans un entrepôt réaffecté près du Flower District. Oren avait une 40aine d'années, des cheveux bouclés foncés et une qualité d'écoute qui faisait oublier qu'on était enregistré. Nous avons parlé pendant 4 heures. Je lui ai tout dit, ou presque. Je lui ai parlé du SMS, du camion de déménagement, du Porsche, de l'appel avec ma mère, des arrestations et du procès. Je lui ai parlé d'Iris et de la promesse que je lui avais faite. Je lui ai parlé de la doctoresse Park. Je lui ai parlé de ma nièce Léla et du pot de sable. Je ne lui ai pas parlé de la lettre écrite à ma mère que je n'avais jamais envoyée. Certaines choses devaient rester mon jardin secret. L'épisode a été diffusé fin janvier 2025. C'était le premier épisode de la 3e saison du podcast. Oren l'avait monté avec le plus grand soin. Elle y avait intégré des entretiens avec Priya, Wiz Détective Ramirez,
who is a real estate expert who explained how this kind of fraud happen, who is a family therapist who talked about the dynamics of scapegoating in adult family. Elle had also gotten a statement from my mother's attorney who had said on the record that his client need any wrongdoing and considered the entire matter a family misunderstanding. Oren avait laissé cette déclaration s'afficher juste après mon témoignage, sans aucun commentaire. Elle n'en avait pas besoin, les faits parlaient d'eux-mêmes. L'épisode s'intitulait Cool, car c'était le mot que j'avais renvoyé à ma sœur. Oren m'avait dit vouloir l'utiliser comme titre et j'avais accepté. L'épisode a été téléchargé 400 000 fois la première semaine, puis 1 million de fois, et plus encore. J'ai commencé à recevoir des emails d'inconnus, principalement des femmes de tout le pays et d'une poignée d'autres nations. Des femmes qui avaient été les boucs émissaires de leur famille. Des femmes exploitées financièrement par leurs parents. Des femmes spoliées de leur héritage, exclues de testament par défaut en écriture, ou contraintes par culpabilisation à céder des biens qu'elles auraient dû garder. Des femmes qui n'avaient jamais raconté leur véritable histoire à quiconque, par honte, par espoir que leur famille change un jour, ou parce qu'elles s'étaient convaincues que ce n'était pas si grave. J'ai lu chaque email. Je ne pouvais pas répondre à la plupart d'entre eux, mais j'ai lu absolument chacun d'eux, je me suis imprégné de ce que ces femmes avaient traversé et j'ai compris que je n'étais pas seul. Je n'avais jamais été seul. Il y avait toute une armée silencieuse d'entre nous, ici dehors, apprenant à revendiquer le droit de posséder ce qui nous appartient. La doctoresse Park et moi avons évoqué ces retours lors d'une de nos séances en janvier. Elle m'a demandé ce que je ressentais. Je me sens utile, ai-je fini par dire. Je ne m'étais jamais senti utile de cette façon auparavant. Pas envers des inconnus, pas envers des gens qui ne me doivent rien. C'est une sensation différente. La doctoresse Park a hoché la tête. C'est ce qui arrive quand on transforme la douleur en quelque chose dont d'autres peuvent se servir. Vous devenez utile d'une manière qui n'a rien à voir avec le besoin de prouver votre valeur. Vous devenez un phare. Un phare. J'aimais bien cette image. Je l'ai notée dans le petit carnet que j'avais commencé à transporter avec moi depuis le début de ma thérapie. En février, Priya m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle inattendue. Ma mère avait fait appel de son accord de plaider coupable. Elle soutenait avoir été contrainte de plaider coupable, que son avocat avait été inefficace et que de nouveaux éléments étaient apparus. Ce nouvel élément, m'a expliqué Priya, était une lettre que ma mère prétendait avoir reçue de ma grand-mère en 2010, avant sa mort, dans laquelle Iris aurait déclaré que la maison devait être partagée entre Marlo et moi. Priya s'en trouvait, pour une fois, presque amusée. Sutton, cette lettre est un faux. C'est une contrefaçon si grossière que même moi, sans expert en graphologie, je m'en rends compte. Elle est écrite sur un papier qui n'a été fabriqué qu'à partir de 2018. Ta mère n'est pas maligne. Elle est désespérée. Cet appel va être rejeté et pourrait même déboucher sur de nouvelles poursuites pour falsification de preuves. Je suis resté songeuse face à cette nouvelle pendant un moment. Ma mère, incapable d'accepter la reality of what she had done, was now trying to fabricate evidence that Iris had wanted her to do it. Elle essayait en fait de faire de ma grand-mère décédée sa complice. J'ai dit à Priya de procéder comme elle l'entendait. Je ne voulais me mêler de rien de tout cela. Je ne voulais pas voir la fausse lettre, ni entendre la moindre spéculation sur ce que ma mère allait tenter ensuite. J'avais confiance en Priya pour gérer le dossier. J'avais confiance en le détective Ramirez pour s'occuper de l'aspect judiciaire. Et j'avais confiance en moi pour continuer à vivre ma vie pendant que tout cela suivait son cours. L'appel a été rejeté en mars. Ma mère n'a pas fait l'objet de poursuites supplémentaires, principalement parce que la lettre était si manifestement fausse que personne n'y avait cru un seul instant. Elle a terminé sa période de mise à l'épreuve sans faire de bruit, du moins pour ce que j'en savais. Elle a cessé d'envoyer des messages par des tiers, d'appeler Daniel, ou de se rendre aux événements scolaires ou extrascolaires de mes neveux. Elle semblait, d'après ce que je pouvais observer de loin, avoir enfin accepté que ce chapitre de sa vie était clos. J'ai discrètement noté le rejet de l'appel dans mon carnet le 14 mars 2025. Pendant ce temps, j'ai transformé la maison dont j'avais hérité en un véritable foyer grâce à des travaux de peinture, de jardinage et de décoration. Début avril, mon ami Beau m'a demandé à quoi je voulais que ressemblent les 10 prochaines années de ma vie. Après y avoir réfléchi, je lui ai répondu que je voulais bâtir une vie que ma regrettée grand-mère Iris reconnaîtrait, être une bonne tante et une bonne voisine, aider les femmes et cesser de craindre le jugement de ma mère.
Cela m'a inspiré à créer le fonds Iris, The Iris Fund. J'ai utilisé l'argent de mon règlement, qui comprenait les 130 000 $ restitués par ma mère et des dommages-intérêts civils s'élevant à près de 400 000 $. Priya, Beau et la productrice du podcast ont rejoint le conseil d'administration. Nous avons réuni 340 000 $ supplémentaires et pris en charge des affaires juridiques pour des femmes exploitées financièrement par leur famille, en luttant avec succès pour faire valoir leurs droits. Fin mai, ma nièce Léla et mon neveu Rowan sont venus me rendre visite avec leur père, Daniel. J'ai noué des liens étroits avec eux et Daniel m'a dit qu'Iris serait fière de la tante que j'étais devenue. Léla et moi avons instauré une tradition d'échange de emails hebdomadaires que nous poursuivons encore aujourd'hui. En octobre 2025, ma mère, avec qui j'étais fâché, m'a appelé après 18 mois de silence. À ma propre surprise, j'ai décroché. Sa voix semblait plus fatiguée, plus petite, alors qu'elle m'expliquait qu'elle suivait une thérapie. Elle voulait simplement me dire une chose vraie avant de raccrocher et de ne plus jamais me rappeler. J'ai attendu. Sutton, tu as toujours été la meilleure de mes filles. Je l'ai toujours su. Je t'en ai voulu pour cela toute ta vie. Je m'en suis prise à toi de toutes les manières possibles. Ce que j'ai fait avec la maison est la pire chose que j'ai jamais faite. Et je l'ai fait parce que je ne pouvais pas supporter le fait que ma propre mère te comprenne parfaitement alors qu'elle ne m'a jamais vu de la façon dont je le voulais. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais qu'il est trop tard. Je voulais simplement que tu saches que je le sais. Au revoir, Sutton. Elle a raccroché. Je suis resté debout dans ma cuisine, le téléphone à la main. Le café refroidissait sur le comptoir. Dehors, l'océan offrait son habituel paysage du mardi matin, gris et patient. Un pélican rasait l'eau. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas appelé Priya. Je n'ai pas appelé la doctoresse Park. J'ai posé le téléphone, j'ai repris mon café, je suis retourné sur le porche. Je m'y suis assise et j'ai laissé ces paroles cheminer dans ma poitrine pendant un moment. Voici ce que je veux vous dire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous faites partie des femmes qui m'ont écrit, ou de celles qui ne m'ont pas encore écrit mais qui vivent une situation similaire en ce moment même. Si vous lisez ou écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier. Il n'y a pas toujours de conclusion parfaite. Il n'y a pas toujours ce moment où votre famille comprend ses torts, répare les dégâts et vous accueille à bras ouverts. L'appel téléphonique de ma mère n'était pas un conte de fées. Il n'a rien effacé, il n'a rien arrangé. Elle ne demandait pas à faire partie de ma vie et je ne le lui proposais pas non plus. Ce qu'elle disait était vrai et cela avait de l'importance. Mais cela ne changeait rien au fait que j'allais maintenir mes limites, la garder à distance et continuer à protéger la vie que j'avais bâtie sans elle. Pourtant, quelque chose a changé lors de cet appel du mardi matin. Quelque chose s'est dénoué, non pas dans notre relation, mais dans l'histoire. Cette histoire que je me racontais depuis 36 ans sur les raisons pour lesquelles ma mère agissait ainsi, sur ma responsabilité éventuelle, sur ce que j'aurais pu faire différemment. Cette histoire a trouvé son dernier chapitre, non pas parce qu'elle s'excusait, mais parce qu'elle confirmait à haute voix ce que j'avais toujours su sans jamais m'autoriser à y croire tout à fait. Ce n'était pas moi. Cela n'avait jamais été moi. C'était elle depuis le début. Et maintenant, elle le savait aussi. Et je savais qu'elle le savait. Il n'y avait plus rien d'autre à comprendre. Je suis resté sur le porche pendant un long moment. J'ai fini mon café. J'ai regardé le soleil monter au-dessus des falaises. J'ai pensé à Iris, à Léla, à Beau, à cette femme en Géorgie, à celle de l'Ohio et à celle de l'Oregon. J'ai pensé à ma maison et la maison de ma grand-mère, cette bicoque qui valait 5,5 millions de $, qui m'avait accueilli, reconstruite et m'avait donné un endroit où me tenir debout. Je veux vous laisser sur cette idée, si un membre de votre famille essaie de vous convaincre que ce que vous possédez ne vaut rien, regardez de très près ce qu'il essaie de vous faire croire. Car les gens ne mentent pas au sujet de choses sans valeur. Ils n'échafaudent pas de plans. Ils ne falsifient pas de signatures. Ils ne vendent pas ce qui ne leur appartient pas s'ils pensent réellement que cela n'a aucune valeur. S'ils déploient autant d'efforts pour vous le prendre, c'est parce qu'ils savent, au fond d'eux-mêmes, même s'ils refusent de l'admettre, que c'est précieux. Cette maison n'était pas qu'une maison. Votre propre version de la maison, quelle qu'elle soit dans votre vie, n'est pas seulement ce qu'ils en disent. Faites-vous confiance. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit « c'est à moi et j'ai le droit de l'avoir ». Établissez vos limites,
engager un avocat, envoyer ce mot, cool, puis continuer à vivre de l'autre côté de la barrière, jusqu'à ce que la vie que vous vous êtes construite soit si riche et si réelle que leur version de vous-même ne puisse plus y trouver de place. Ma grand-mère m'a dit sur son lit d'hôpital en 2011 que cette maison me sauverait la vie un jour. Elle avait raison. Ce fut le cas. Non pas parce qu'elle valait de l'argent, mais parce qu'elle valait la peine d'être défendue. Parce que la défendre m'a appris que je valais moi-même la peine d'être défendu. Parce que la garder a fait de moi une personne capable de préserver ce qu'elle possède. Parce que me tenir sur ce porche le jour de l'arrivée du camion de déménagement et dire non à haute voix à une inconnue, à ma mère, à ma sœur et à chaque facette de mon passé qui me répétait que je n'avais pas le droit d'avoir cela, a été le jour où je suis devenu la femme qu'Iris avait toujours su que je serais. Elle volait comme si elle connaissait un secret. C'était sa phrase, et je la comprends maintenant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si une partie de ce récit vous a touché, vous a rappelé votre propre vie ou vous a donné un peu de courage pour défendre quelque chose qu'on essaie de vous prendre, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour écouter d'autres récits similaires et à partager votre propre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je les lis. Je les lis tous. Et si vous êtes cette femme, de l'autre côté de l'écran, confrontée à votre propre version de ce mardi matin, dans l'attente d'un SMS, d'un appel ou d'un moment de vérité, je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et ce qu'on essaie de vous prendre mérite chaque effort que vous ferez pour le garder. Restez forte. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire.